On va commencer par Ethan. Ethan Duvin, si vous voulez applaudir s'il vous plaît. Applaudir. Ouais, vas-y. Donc ouais, première conférence, comment lancer un SaaS avec l'IA. Je commençais un peu à créer du contenu il y a 2 mois sur Insta, YouTube, pour justement parler de SaaS. Je vais vous parler un peu de mon parcours juste après. Mais le SaaS, c'est un truc qui est vachement sexy en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui veulent lancer ça. Surtout, il y a de plus en plus de créateurs de contenu aux US qui parlent de SaaS, notamment AppMafia que vous connaissez peut-être. Et en gros, le message qu'on voit souvent sur les réseaux, c'est que aujourd'hui, on peut lancer un SaaS avec l'IA ultra facilement. Donc, automatiquement, ça intéresse beaucoup de monde parce que, comme vous le savez probablement, avant, il fallait un dev, il fallait investir des dizaines de milliers d'euros et c'était beaucoup plus compliqué. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Ethan, j'ai eu 18 ans il y a quelques mois. J'ai commencé à faire du business en ligne quand j'avais, 14-15 ans. En vrai, j'ai commencé avec des trucs vraiment un peu à la con. Je faisais des vidéos YouTube sur comment avoir une carte bleue en étant mineur, comment avoir Photoshop gratuit, des trucs vraiment débiles. Et j'ai fait de l'affiliation sur quelques produits, je fais mes premiers centaines d'euros comme ça. Et puis après, je me rappelle, j'avais une ferme de téléphone chez moi. J'avais genre 20 tel sur une giga multiprise qui surchauffait à la mort. Et en gros, je faisais des fausses écoutes Spotify, pardon. Donc en gros, je mettais NordVPN sur tous les téléphones. Et en gros, j'écoutais mes propres musiques en boucle pour essayer de gagner de l'argent avec Spotify. Et en gros, ça boostait mes musiques dans l'algorithme. Et automatiquement, après, Spotify il recommandait mes musiques et je gagnais un peu d'argent comme ça. Après, j'ai lancé l'e-com. Il y en a pas mal qui m'ont vu sur le podcast d'Alec où j'avais fait une vidéo avec Loïc à l'époque. J'étais dans la formation de Yomi pendant un moment. Il y en a pas mal qui m'ont vu avec ça. Après, j'ai fait une pause, je me suis beaucoup penché vers tout ce qui est crypto, Memecoin, Web3. Ça, je sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même. Je taffe avec un casino en ligne, je suis vachement branché avec tout ce qui est Memecoin, Web3. Et à côté, j'ai mes SaaS, donc un SaaS que vous connaissez peut-être, Productly, que j'ai lancé en 2023, qu'on a promote avec Yomi. C'est lui qui a fait principalement la promotion là-dessus. Il avait des parts dans le projet. Et j'ai revendu il y a quelques mois. Et depuis, on a lancé plein d'autres SaaS avec mon associé Sam. On est vachement niché dans tout ce qui est SaaS B2B, qui prennent très peu de temps à dev, qui sont full émotionnels. On n'est pas forcément dans la tech, parce que la tech, c'est beaucoup de taf, ça coûte de l'argent. Et nous, on est spécialisé là-dedans et on s'en sort mieux là-dedans. Par exemple, un SaaS qu'on a lancé récemment s'appelle… Sam, il va m'engueuler pour ça. Je vais le dire quand même. Je biperai sur ma vidéo, il n'y aura que vous qui seront au courant. Mais en gros, ça permet de voir si ta copine ou ton copain est sur les apps de rencontre. Donc c'est un peu comme Clarity Check, Cheater Buster, ça tourne beaucoup aux US en ads, ça. En gros, on a lancé ça dans d'autres pays et ça fait de l'argent. Donc c'est full émotionnel. L'avantage d'un SaaS, c'est vraiment le fait que ça soit de l'abonnement, tu as une bonne LTV. Il y en a aux US qui aiment bien jouer avec ça. Par exemple, il y a un site qui s'appelle myiq.com et en gros, eux, ils ont un abonnement à $19,99 et c'est par 2 semaines. Et en fait, pourquoi c'est $19,99 ? Parce que aux US, en dessous de $20 par mois, tu n'as pas besoin de prévenir, enfin $20 par mois, un rebill automatique en dessous de $20, tu n'as pas besoin de prévenir ton client. Donc en fait, leur argent, il vient principalement des gens qui oublient de désabonner et c'est comme ça en boucle et à coût de 40 balles, il y a des gens qui restent des années, surtout aux US, c'est que des cartes de crédit. Les mecs, ils reçoivent leur Amex Bill au bout de 1 mois, 2 mois, ils checkent même pas. Mais voilà, l'avantage, c'est vraiment que ce soit de l'abonnement. Ça peut se valo aussi, ça dépend de ce que vous faites. Nous, sur nos SaaS, il y en a beaucoup qui me demandent combien j'ai vendu Productly. J'ai vendu très peu, j'ai vendu à mon associé. On n'a pas vraiment une proposition de rachat pour la simple et unique raison qu'on avait énormément de churn, beaucoup de gens qui se désabonnaient parce que notre avatar client, c'était des gens qui se lançaient dans l'e-commerce. Donc, forcément… comme vous le savez tous, Yomi il a vendu énormément de formations, il y a énormément de gens qui se sont lancés dans l'e-commerce. C'est un truc qui a été très sexy pendant un moment et énormément de gens qui ont abandonné. Donc nous, on avait genre 20-30% de churn, donc ça veut dire qu'un gars en moyenne, ça reste 4 mois, ce qui est pas mal. Mais je veux dire, il y a des SaaS, j'ai un pote qui a lancé Tapit, TAAP.IT, lui, il a genre 4% de churn. Donc en moyenne, un mec, ça reste 2 ans. Et donc derrière, s'il vend un abonnement à 10, 15, 20 balles, il sait que ça va lui rapporter entre 300 et 500 $ par client. Donc finalement, il peut investir beaucoup plus en ads, dans des influx. Et c'est vraiment une métrique qui est méga importante qu'on regarde sur les SaaS. Donc voilà pour le petit résumé. Par rapport au SaaS, si je peux vous donner quelques conseils, vraiment, il faut être rapide. Et le SaaS,
c'est un truc dans lequel, surtout les SaaS que nous on fait, je vous expliquerai un peu la marche à suivre que nous on utilise pour développer nos SaaS avec l'IA, parce qu'on le fait en quelques jours. Et en fait, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a énormément de branleurs littéralement, et ça se voit. Parce que, en fait, aujourd'hui avec l'IA, et nous on utilise des outils comme Replit, Cursor, Windsurf, je vous en parlerai un peu après. Genre, je veux dire, Sam, mon associé qui m'aide sur la partie dev, il sort des produits en quelques heures. Et il y a des gens aujourd'hui qui essayent de lancer les mêmes apps que nous, les mêmes web apps que nous, et ils mettent des mois et des mois, ils prennent des devs sur Upwork, ils galèrent à recruter. Et en fait, c'est un domaine, c'est cool, parce que c'est un domaine dans lequel tu peux vraiment faire la diff sur la vitesse, et il faut. Et j'ai pas fait beaucoup de slides, mais j'ai quand même fait une slide par rapport à ça. Être rapide, parce que en vrai, peu importe le business dans lequel vous êtes, il faut être rapide, mais dans le SaaS, ça se voit beaucoup plus parce que ça se compound. Et c'est du MRR. Quand tu as peu de churn, c'est vraiment genre tous les mois, tu fais de plus en plus d'argent. C'est incroyable. Donc, tu as vraiment la sensation de construire quelque chose. Et en plus, ça se valo, ça dépend de ton produit. Mais par exemple, Productly, OK, on avait 30% de churn. OK, toute notre acquisition, c'était Yomi. Mais j'ai quand même pris des sous. Mais ouais, même si on avait beaucoup de churn, même si notre acquisition c'était Yomi, donc en soi, tu vois, c'est pas un business qui est stable parce que Yomi aujourd'hui, ils vendent plus vraiment Ecom Pro, c'est surtout Theority qui a repris avec Ecom Accelerator. Finalement, nous, notre chiffre d'affaires, il a giga baissé, donc c'est pour ça que j'ai revendu à ce moment-là. Donc, la marche à suivre, parce que je veux vraiment que vous vous rendiez compte à quel point c'est simple. Je dis pas que tout le monde devrait lancer un SaaS, je pense pas que c'est fait pour tout le monde, mais pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est facile quand même. En gros, ça c'est comment je lance mes SaaS. Donc l'étape numéro 1, c'est repérer une app, web app qui fonctionne. Donc qui fonctionne, c'est qui fait de l'argent, qui run en ads, il y a des influx qui en parlent, etc. Donc nous vraiment, ce qu'on fait avec Sam, c'est souvent, je sais pas, on passe entre une demi-heure, 1 heure par jour sur Insta, un peu comme tout le monde. On scrolle et des fois on voit une app qui paraît intéressante ou on la voit en ads ou il y a un influx qu'on connaît ou quelqu'un qui nous en parle. On va voir ça. Et puis, en soi, l'étape numéro 2, du coup, c'est voir comment on peut faire un meilleur produit. En fait, dès que vous avez une idée de SaaS, en vrai, je peux parler d'un truc avant de parler de la suite de ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le SaaS, c'est l'idée. L'idée, ça vaut rien. Parce que tout le monde a déjà eu votre idée. J'ai eu des milliers d'idées. Et c'est pas parce qu'un jour j'ai une idée et qu'un mec la reprend et qu'il devient milliardaire que j'aurais pu être milliardaire. Genre, ça n'a absolument rien à voir. Et tout est dans l'exécution, tout est dans la rapidité. Et c'est pour ça que l'idée sur un SaaS, ça sert à rien, quoi. Parce qu'en fait, même si votre idée elle est mauvaise, si vous êtes rapide et vous lancez un SaaS par semaine, en 1 an, vous pouvez faire 50 SaaS, c'est sûr que vous allez faire des sous, quoi. À part si vous faites ça sans trop réfléchir et que vous lancez des SaaS sans réfléchir à ce que vous faites. Mais si vous faites un effort à chaque fois, vous essayez de comprendre ce qui se passe, c'est impossible que vous y arrivez pas. Donc ouais, souvent nous on reprend des idées qui fonctionnent, on voit comment se positionner d'une meilleure manière. Est-ce que, par exemple, Kale.ai, ça a été fait aux US, en France, en vrai en France il y a beaucoup Kale.ai aussi, mais Kale.ai par exemple c'est un bon exemple parce que tout le monde a voulu le refaire, ils l'ont refait au Canada, ils l'ont refait dans tous les pays du monde. Ça a été vraiment genre giga trend, tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Et en gros, la seule différence, c'était que c'était dans un autre pays ou que c'était différents influenceurs. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend des apps qui marchent aux US, on les refait en Europe. En Europe, en vrai, il y a assez peu de compétiteurs là-dessus. Ou sinon, juste les gens, ils sont lents. Donc, ils investissent des dizaines de milliers d'euros dans des devs et juste, ils traînent, quoi. Et en fait, le truc, c'est que même si tu es bon en marketing, si tu mets des dizaines de milliers d'euros dans un dev et que ça met 2 mois à ce dev, en fait, tu es en train de te dire à toi-même que c'est lent et que c'est beaucoup de travail et que en fait, ça ne renvoie pas forcément une bonne image de toi. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais en fait, il faut qu'il y ait un momentum. Genre, si tu payes un dev et tu attends qu'il termine son taf, il n'y a pas de momentum, tu n'es pas excité par ton projet, ça avance pas, quoi. Donc, il y a un truc dont moi je parle et qu'on fait avec Sam qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est que nous, on dev nos propres SaaS. Il y en a beaucoup qui me disent « moi, je ne suis pas dans la tech, moi, je ne suis pas dev, moi, je ne suis pas… » Moi non plus, ça tombe bien. Nous, on utilise vraiment que des outils no-code finalement. On n'est pas très fan de genre Lovable par exemple, parce que c'est très cool pour sortir un petit MVP vite. En fait, c'est très cool pour du front-end. En gros, vous allez lui mettre un prompt, il va vous sortir un site OK.
Et en fait, l'idée avec Lovable, c'est que vous ayez un résultat impressionnant rapidement, mais vous ne pouvez pas faire de la tech. Il y en a beaucoup qui essaient de combiner Lovable avec N8N pour faire des intégrations, des trucs comme ça. En vrai, le résultat, il est généralement pourri, quoi. Donc, aujourd'hui, vous pouvez lancer un SaaS avec quelques centaines d'euros, genre juste un peu de budget marketing et payer quelques abonnements. Mais il faut quand même mettre la main à la pâte, passer quelques heures à comprendre ce que c'est Cursor, Windsurf. En gros, pour vous expliquer, Cursor, Windsurf, c'est un peu la version plus avancée de Lovable. Donc en gros, ça vous permet de créer un produit, peu importe le produit, sans coder. Donc c'est vraiment juste vous parler à une IA, mais c'est directement dans un environnement de développement. Un environnement de développement, c'est un logiciel sur lequel vous allez coder. Sauf que là, vous n'allez pas coder, mais vous allez voir le code et sur la droite, vous aurez le modèle d'intelligence artificielle que vous utilisez. Généralement, nous, on utilise Claude, qui est beaucoup plus efficace pour dev. Et en soi, vous pouvez sortir des produits très très vite. Franchement, si vous faites des trucs assez simples, et c'est aussi pour ça que nous, on se limite quand même sur les idées, on veut quelque chose qui est quand même assez simple, parce que qu'à on peut le faire en quelques heures. Par contre, Instagram avec 1 milliard de users, une database et 1 million de features, ah là, ça va être un enfer à dev. Vous ne pouvez pas refaire un Instagram ou certaines apps qui sont très très lourdes. Mais ouais, des apps où vous uploadez une photo. On a fait une app où en gros, tu uploades une photo de toi, ta copine ou ton copain, peu importe. Et en gros, ça te génère une photo IA de tes enfants. On avait fait une app aussi en mars, quand ChatGPT Images est sorti, pour tout ce qui est Ghibli. Ça, c'était méga méga populaire sur les réseaux. Donc en gros, de toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est tu uploades une photo de ta tête, ça te met en dessin animé Ghibli. Et tout le monde l'a mis en photo de profil, mais moi j'ai gardé ça pendant longtemps. Donc c'est pas forcément des trucs méga méga compliqués. Vraiment, pour vous rendiez compte, parce que il y en a beaucoup qui vont penser qu'il faut comprendre un peu à coder, il faut savoir coder un peu ou comprendre les bases. Franchement, moi ce que je fais, c'est et vous pouvez tester chez vous, vraiment, vous allez sur Gemini ou ChatGPT, peu importe, vous lui demandez de décrire une app. Donc par exemple, vous lui envoyez le lien de Cal.ai, tu lui dis, ok, décris-moi ça pour un développeur. Alors fais-moi un long message avec toutes les infos, la tech qu'ils utilisent, tout, pour que je puisse le refaire. Et ensuite, vous lui demandez un context.md. C'est le seul truc un peu qu'il faut retenir, qui est un peu technique. Donc en gros, context.md, ça va être un fichier que vous allez mettre dans votre projet avec tout le contexte, toute la tech, toute la structure du projet. Vous demandez à ChatGPT, ok, décris-moi l'app. Fais-moi un context.md avec la structure, la tech, etc. Vous balancez ça dans justement votre dossier sur votre ordi. Et puis après, vous balancez ça directement dans Cursor. Vous lui dites, OK, maintenant tu suis étape par étape ce contexte.md et tu développes mon projet. Il y aura quelques bugs, c'est pas grave. Vous lui dites de résoudre les bugs. Et en vrai, vous pouvez avoir un premier produit vraiment très très rapidement. Et ça prend genre 1 heure. Donc si vous mettez 24 heures dessus, vous pouvez sortir un produit très très rapidement. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, exécutez le plus rapidement possible. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est vraiment en 14 jours, il faut que tout soit fait, quoi. Que tu aies trouvé l'idée, que tu aies dev l'app, que tu aies lancé ton marketing. Parce que c'est rapide et il faut qu'il y ait un momentum. En fait, l'avantage quand tu le vibe code toi-même, c'est que tu peux vraiment avoir ce momentum. C'est toi qui a les rênes du truc. Et ça te coûte beaucoup moins d'argent. Et c'est vraiment toi qui décides de si tu vas réussir ou pas, quoi. Parce que vraiment, le nombre d'histoires que j'ai entendues de personnes qui payent un dev beaucoup trop cher ou qui s'associent avec un dev, ça se termine généralement mal, quoi. Donc, ouais. Et après, en vrai, un SaaS, c'est vraiment analyser ses résultats. Vous mettez Microsoft Clarity, Google Analytics. Pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Clarity, c'est un logiciel, en gros, qui va enregistrer tous les comportements utilisateurs sur votre SaaS. Donc, quand le mec il va cliquer sur le bouton, ça va enregistrer. Quand il va glisser sa souris du coin en bas à gauche au coin en haut à droite, ça va enregistrer. Et en fait, ça va vraiment vous permettre d'analyser votre paywall. Paywall, c'est en gros le tunnel de vente et voir ce qui ne va pas. Nous, généralement, nos SaaS, vous avez peut-être déjà vu ça en ads. On avait lancé un test de cul en août. Mais en gros, le concept, c'est tu tombes sur une pub, on te met un formulaire. Et après, c'est vraiment tunnel de vente comme à l'ancienne avec justement l'abonnement, upsell, downsell, cross-sell, tous les trucs en sell possibles et imaginables. Et justement, c'est pour ça que Microsoft Clarity, c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, surtout sur cette niche-là, ce qui est important, c'est analyser tous les comportements utilisateurs, A/B test, des upsells. Par exemple, nous, sur le truc, regarde si ta meuf te trompe, ou ton mec, on sait pas, enfin ça dépend.
On a rajouté un upsell, voir si ta meuf est inscrite sur OnlyFans. Ça marche énormément aux US parce que beaucoup de femmes sont inscrites sur OnlyFans aux US. Ou on a fait aussi un upsell, regarde si ton mec est abonné à quelqu'un sur OnlyFans. Et ça, c'est un upsell qui a marché, mais de malade mental. Et on a des clients là-dessus qui payent des centaines de dollars par mois parce qu'ils ont pris tous les upsells, parce que je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, je ne sais pas si c'est manque de confiance en soi ou quoi, mais ils ont besoin de savoir. Donc ouais, analyser ces résultats, optimiser, méga important. Et même, franchement, ça s'applique à de l'e-com, ça s'applique à tout ce qui est sur un site web en fait. C'est vraiment juste, il faut regarder où est-ce que les gens ils bloquent. Des fois, il y a des trucs qui ne sont pas intuitifs, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver le bouton, il y a des gens qui ne trouvent pas la croix pour fermer un pop-up ou je sais pas quoi. Ça, c'est méga utile. Et en fait, après, c'est A/B test et scaler à l'infini, en gros. Donc, vous A/B testez des upsells, des downsells. Et ça, c'est cool parce que ça s'applique vraiment à tout, quoi. C'est vraiment juste vous A/B tester pour regarder ce qui marche pas. Et puis, vous scalez. Ouais, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que sur un SaaS, la courbe de taf, c'est vraiment décroissant. Donc, au début, vous allez passer énormément de temps avec le momentum. Donc, c'est pour ça qu'il faut un momentum, il faut le faire soi-même. Parce qu'il faut vraiment mettre la main à la pâte, tout faire soi-même. Vous charbonnez ça pendant une semaine et après, vous lancez des ads, faites des influx. Ça dépend des SaaS. Il y a des SaaS qui… J'avais lancé un Agario Gambling, j'avais fait un réel là-dessus, ça avait pas mal marché. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent, Agario, c'était un jeu méga populaire il y a genre 10 ans. Il y a des gars qui ont fait Slither.io, que vous connaissez sûrement, en version gambling. Moi, j'avais fait Agario en gambling. Et ça, pour le coup, en influx, c'est compliqué. En ads, c'est nul. Et en fait, le meilleur moyen de marketer ça, c'était de l'organique et du clipping. Par contre, regarde si ta meuf te trompe. Ah là, les ROS qu'on a en ads, c'est exceptionnel. Mais il y a d'autres apps du style Kalei. Kalei, je pense, je sais pas s'ils font des ads. Ça pourrait tourner en ads, mais ça marche encore mieux avec des influx qui font du fitness. Donc, vraiment, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune condition, quoi. Vous pouvez vraiment lancer votre app, aller chercher des influx qui ont 3000 abonnés, leur donner 50 balles ou limite les payer aux vues, genre en mode clipping, 2 € les 1000 vues, peu importe. Et ça vous permet d'avoir un retour très rapide sur le SaaS. Et après, scaler ça le plus rapidement possible. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais d'autres choses à rajouter, si vous avez des questions. Souvent, les questions que j'ai, c'est des trucs un peu techniques. Comment tu fais ci, comment… Parce que c'est vrai que quand tu le dev toi-même, il faut l'héberger, il y a un peu de taf là-dessus. Mais après, ça vous fait économiser dizaines de milliers d'euros ou des parts. Mais généralement, quand vous donnez des parts à un dev, ça peut paraître sexy, mais vous perdez déjà des parts et en plus votre temps, quoi. Le B2B, c'est moins rapide. Enfin, ça dépend ce que tu fais, mais… Ouais, c'est moins rapide. C'est moins rapide, mais tu as une meilleure LTV. Si tu vends à des boîtes, généralement, il y a beaucoup de friction, il faut leur set-up ça, c'est chiant. Mais ils payent des centaines d'euros par mois et ils restent des années, donc ça fait beaucoup d'argent. Et ça se valo. Tu as des produits Personnellement, je suis moins B2B. Je n'ai pas forcément d'exemple, mais on a bossé avec un gars qui lançait une app pour les kinés. Donc en gros, les kinés qui cherchent du taf ou ce genre de métier en France, qui cherchait du travail. Il avait lancé en ads avec une waiting list pour avoir quelques milliers d'users. Parce qu'en fait, le problème avec tout ce qui est mise en relation, on a beaucoup de gens qui nous disent j'aimerais faire une app de mise en relation sur XYZ domaine. Le truc, c'est qu'il faut beaucoup d'users dès le début, il faut plein d'annonces. Donc, on avait fait une waiting list, il avait mis quelques milliers d'euros en ads, on avait genre 2-3 000 users. Et après, bon, ça n'a pas été incroyable. Mais ouais, B2B, c'est un truc dans lequel je suis moins. En fait, quand tu fais du B2B, souvent, il faut de la tech quand même. Il faut qu'il y ait vraiment genre, une valeur ajoutée utile ou que ça fasse gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup, par exemple, nous qui sont venus nous voir avec mon associé Sam qui n'est pas là, mais imaginez-le à côté de moi. Il y en a beaucoup qui nous disent j'aimerais faire un assistant vocal IA. Et on a fait genre 150 calls, 50 personnes qui nous disent je veux faire un assistant vocal IA. Déjà, techniquement, c'est genre presque impossible à dev. Et après, vendre ça. Comment tu vends ça à des restaurants? Enfin, en fait, j'aime bien les trucs qui ont beaucoup de leverage. Je veux dire, des influx, tu peux en DM 100 par jour. Et en quelques jours, tu as vraiment une liste. Même s'il faut payer un peu d'argent, au moins, c'est rapide. Alors que si ton idée, c'est je veux faire une assistant vocale IA, déjà, bonne chance pour dev ça. Et après, souvent, on nous dit ouais, je vais juste appeler les restaurants et leur vendre, quoi. Ça paraît simple, mais en vrai, essaye, vous allez vite voir à quoi ça ressemble. J'ai pas trop compris si tu es plus dans une optique MRR ou une optique d'exit en fait à la fin sur ton projet du coup avec les SaaS. C'est une bonne remarque parce que
En vrai, ça, c'est quand même du cas par cas. Genre, Kalei, franchement, c'est un produit full MRR, full marge et full cash flow. Mais en fait, c'est devenu tellement gros que ça s'est valo. Donc, tu as des produits MRR qui se valo. Franchement, tout dépend de ton churn et de l'app, en fait. Franchement, il y en a qui font des calculs pour estimer leur valo. En vrai, la question, c'est est-ce qu'il y a un mec qui veut te la racheter, quoi. Et par exemple, Sam, il a lancé un SaaS qui s'appelle pinecode.ai. C'est sur Insta, sur TikTok. Lui, c'était full organique. Du coup, vous pouvez aller voir ça. Et en gros, ils sont passés de 0 à 18K de MRR full organique. Le Insta, le TikTok, ils avaient bien pris. Et c'était que des vidéos de débiles. Je ne sais pas si vous connaissez Dropship.io, qui est dans l'e-com. Ils postent genre 5 réels par jour, ils en ont 5 millions sur Insta. Et c'est que des réels motivation, des jet skis à Dubaï avec des edits et de la funk, et que des trucs comme ça. Là, c'était un peu le même concept sur Pinecode. C'était en gros trade avec l'IA. En gros, tu étais censé envoyer ton graphique et ça te devait dire si tu vends, si tu… Bon, c'est une offre qui est sexy, ça a bien vendu. Je ne sais pas si c'est légal, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que c'est un peu du conseil en investissement, mais sans être du conseil en investissement. Mais par exemple, il est passé de 0 à 18K de MRR en un mois, et après, il a eu une offre à la fin du mois, il l'a revendu instantanément, parce que il y avait des problèmes avec son associé et il voulait vendre. Mais ouais, franchement, B2B, je dirais que le seul désavantage, c'est que faut vraiment qu'il y ait de la tech, quoi. Et donc, il y a des gens dans lesquels, il y a des gens qui sont dans des positions dans lesquelles ça va être beaucoup mieux de faire du B2B, mais généralement, le B2C, c'est quand même, je trouve ça en tout cas beaucoup plus simple. Okay. Et j'avais une autre question au niveau, parce que moi j'ai déjà fait un SaaS, ça avait moyennement marché, disons, c'était plus sur du B2B. Okay. Mais au niveau de ton acquisition client, est-ce que du coup avec tes ads, tu arrives à trouver une rentabilité quand même assez rapide ou du coup tu mises plus sur une rentabilité à 6 mois, 1 an, du coup, parce que ton client n'est pas forcément rentable dès le début sur de l'abonnement à 20, 30 euros? En vrai, je veux dire, ça dépend de tes perfs en ads. Mais si tu fais du B2B à 20 euros, c'est étrange. Parce que généralement, quand tu vends à des entreprises ou quand c'est du B2B, c'est forcément un peu de la tech, donc la valeur perçue généralement les plus élevée. En vrai, si tu veux, après, montre-moi le SaaS et on pourra en parler. Mais nous, par exemple, on a des ROS entre 6 et 10. Donc en fait, on met 50 balles, on fait beaucoup. Et en plus, c'est de l'abonnement. Donc après, comme on a lancé ça il n'y a pas si longtemps que ça, on ne sait pas encore vraiment la LTV, si les gens ils oublient de se désabonner comme les Américains ou pas. Mais ouais, en tout cas, nous, on est rentable. Après, ça dépend des ads. Je ne sais pas si vous connaissez Arcads, vous pouvez aller voir sur Internet. C'est génial, ça permet de faire des ads avec l'IA et c'est méga réaliste. Nous, on tourne en ads avec ça et on est rentable avec même pas des humains, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux dire comment ça s'écrit pour une personne qui A-R-C, ARC, A-D-S. Et je sais pas si c'est .io, .com, enfin, franchement, ça doit être le premier site qui apparaît sur Google, quoi. Ouais, en gros, Arcade, c'est ChatGPT, mais ça te génère des vidéos, des pubs, quoi. Enfin, en fait, c'est pas forcément des pubs, mais c'est un humain qui parle. Donc après, tu lui fais dire un peu ce que tu veux. Par exemple, tu as une vidéo d'un gars qui marche dans la rue, tu vois, qui tient son tel comme ça. Enfin, du coup, c'est un peu la POV du truc. Et il peut raconter l'histoire que tu veux. Et après, tu cut, tu fais un montage par au-dessus. Mais je crois que Arcade, c'est des vraies vidéos tournées par des humains. Mais en fait, après, ils face swap. C'est fait de manière assez smart. Mais du coup, tu n'as que genre 10 ou 15 modèles différents. Genre, tu as une dame qui est assise sur une chaise et qui parle, tu as un mec qui se balade dans la rue, tu as un mec qui est à la salle de sport, tu as plein de templates comme ça. Et après, juste c'est ce qu'il raconte qui change. Donc ce qui est cool, c'est qu'on ne voit pas ça encore, on voit pas encore beaucoup ça en ads. Mais c'est vrai que s'ils ont 10-15 templates, le jour où tout le monde se met dessus, tout le monde a les mêmes gars qui parlent en ads, donc c'est bizarre. Mais en tout cas, nous, on est rentable là-dessus pour le moment. Et en vrai, c'est cool pour se lancer. Après, tu prends des vrais humains, quoi. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Arcade, c'est genre 10 € la génération. Ça te fait une vidéo d'1 minute, je crois. Et après, tu fais le montage par au-dessus, ça te fait une pub de 30 secondes. Donc pour 100 balles, t'en as 10, quoi. Salut, moi je te posais une question par rapport à quand tu développais les apps avec Cursor. C'est des web apps ou après, moi ma question c'est comment je fais la transition d'une web app à un truc sur l'App Store. Ouais, nous, tout ce qu'on lance, c'est un web app au début. Et quand ça marche, on passe en app mobile. Parce que quand tu fais une app mobile, il faut se faire approuver par Apple, il faut payer 30% à l'Apple Store. Enfin, c'est beaucoup d'emmerde et c'est long. Et quand
tu charbonnes pendant une semaine pour sortir ton app rapidement, tu as envie que ça aille vite. Donc nous, en tout cas, on n'est pas trop fan des apps mobiles. Et surtout, ça convertit moins, en fait, comme on fait des ads. Genre, quand tu fais des ads et que ça t'ouvre un site et tu as direct le questionnaire et tu es directement mis dedans, VS, faut télécharger une app, aller sur l'Apple Store, faire le double clic ou mettre ton password et tout, ça crée de la friction, c'est chiant. Donc ouais, nous, on est full web app. Surtout que, en fait, tu peux pas trop vibe coder une app mobile. Tu peux, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que tout ce qui est web, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Mais une fois que ça marche, en vrai, on fait la transition. Enfin, on n'a pas fait tant de transition que ça, je ne vais pas mentir à tout le monde. On a sorti l'app Ghibli, l'app où tu mets une photo de toi et ça te montre à quoi vont ressembler tes enfants, tes ancêtres, vraiment full photo. Mais généralement, on ne fait pas vraiment app mobile. App Mafia aux US, c'est vraiment full app mobile, mais après, eux, ils avaient fait une formation gratuite, enfin, qui était payante et qui est devenue gratuite. Et sur la partie dev, c'est méga bancal. Enfin, c'est une vidéo de 5 minutes où il dit utilise ChatGPT, mais il fait ça n'importe comment, donc on ne sait pas trop comment ils font. Moi, j'aurais juste une petite question. C'est plus au niveau technique, en fait, quand tu Ouais. parles de développer l'app avec l'IA, en fait, c'est quoi cette sorte de codage et ça serait quelle plateforme aussi? Nous, on fait tout sur Cursor, mais tu peux tester. En vrai, franchement, tu as plusieurs niveaux. Je dirais que le niveau 1, c'est Lovable. Après, tu as Replit, Bolt qui peuvent être un peu plus avancés. Et le boss final, c'est un peu Cursor. Parce que là, tu as le code devant les yeux. Et de base, c'est fait pour les devs. Mais en soi, quand tu n'es pas dev, tu peux t'en servir quand même. En fait, c'est vraiment juste tu parles à une IA. Et en gros, elle écrit le code. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec Cursor, tu prends le mode agent, par exemple. Et il va se créer une to-do list et il va faire ton app en entier, quoi. Donc ça, c'est vraiment puissant. Du coup, je peux poser ma question? Ouais, t'inquiète. Du coup, je reviens juste sur le Ghibli. Je voulais savoir, parce que du coup, ça peut être intéressant pour l'e-commerce. Ouais. Et je voulais savoir, c'est où qu'on peut acheter ce service-là? C'est où qu'on les trouve, les mecs qui font ça? Franchement, tu as des agences qui vendent ça. J'ai personne forcément recommandé. Whoop, c'est pas mal en vrai pour ça. Franchement, c'est justement, j'en parlais avec un pote. Whoop, c'est whop.com. J'en parlais avec un pote l'autre jour parce qu'en vrai, t'as personne qui est vraiment genre la figure du clipping en France. Où il y a Ilias, le gars qui fait le clipping de Keo, qui est souvent recommandé, mais il demande genre 10 000 balles par mois, quoi. Après, c'est du bon boulot, mais pour tester un produit en e-com, je mettrais pas 10 000 balles par mois. Donc en vrai, tu peux commencer sur Whoop avec, je pense, 100 balles, 200 balles. Enfin, ça dépend, faut aller voir, quoi. Tu préconises un budget de combien, du coup, pour lancer un SaaS? Franchement, pour lancer un SaaS, ça dépend B2C, B2B, etc. du produit. Mais généralement, ça coûte quelques centaines d'euros à dev, avec tout ce qui est logiciel. Ça te coûte 100, 200 balles, arcades. Et après, si tu fais des pubs Facebook, je sais pas, 50, 100 euros par jour pendant une semaine. Donc en soi, tu vas peut-être devoir upfront entre 1000 et 2000 euros. Tu vas récupérer 500 dans le pire des cas. Donc en vrai, pas tant que ça. Mais après, si le budget c'est genre max 2000 euros, ça peut être vite serré, quoi. Parce que si tu as un influx de ouf qui te demande un peu plus, t'es coincé. Parfait.